Merci beaucoup. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est le signe que la question dont nous nous proposons de débattre est grave. Et je regrette même de faire une telle conférence. Mais c'est en fait, je viens vous présenter le résultat de toutes sortes d'entreprises, d'actions, auxquelles a été mêlé aussi Jean-Pierre Ben-Simon et quelques autres, de colloques, de livres, de plaquettes que nous avons publiées dès le début des années 2000 pour comprendre la crise que nous traversons et qui s'est épaissie au fur et à mesure des années au lieu d'être résolue. Mais je crois que vient le moment de vérité où on peut, avec le recul de 15 ans, faire une analyse de ce qui se passe. C'est vrai que le phénomène est complexe, il mêle énormément de dimensions, de variables, mais à force de travail, on peut arriver à le cerner. De sorte que ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas une humeur, ce n'est pas une impression, ce n'est pas une opinion, c'est une analyse. Une analyse que j'ai mûrie pendant plus de 15 ans. J'ai en même temps écrit des livres sur ce sujet. Et en fait, ce livre ici rassemble environ 650 pages de textes que j'ai écrits au fur et à mesure des événements qui se produisaient, mais toujours en fonction d'une analyse. C'est-à-dire que je décline l'analyse qui se développe au fur et à mesure des événements. Et cette analyse, en fait, elle se veut objective. Je vous supplie par avance de ne pas me qualifier de pessimiste et encore moins de déprimé, je ne le suis pas du tout, mais je crois qu'il faut être réaliste. Et lorsqu'on va faire un diagnostic médical, on ne choisit pas soi-même son taux de glucose ou de cholestérol, c'est une donnée de la situation, et à partir de là, eh bien, on a une thérapie, une façon de se comporter pour atteindre l'état de santé idéal. Eh bien, il en est de même avec une société. Dans une société, notamment ici sur le plan de la France et peut-être plus largement, comme vous l'avez dit, de l'Europe, eh bien, il se passe un ensemble de phénomènes et de processus qui font que notre situation a changé. Pour ceux qui ont un certain âge parmi nous, depuis les années 70, la question se pose si nous nous trouvons dans le même pays. Nous nous retrouvons dans un paysage radicalement différent, radicalement transformé. Et en fait, ce qui se passe d'une façon plus générale, si l'on peut dire, c'est que nous sommes entrés dans un nouvel âge de la haine des Juifs. Et il y a eu en fait jusqu'à ce jour deux âges à travers la longue histoire. D'abord l'âge de l'anti-judaïsme, où c'est justement une religion qui est la cible de l'hostilité. Il y a eu l'âge de l'antisémitisme. L'âge de l'antisémitisme, c'est l'âge de la modernité démocratique. Et donc dans la démocratie, oui, et dans la modernité, l'antisémitisme a été une nouvelle forme de haine qui s'attaquait aux Juifs, non pas en tant que peuple maudit, peuple enfermé dans les ghettos, mais en tant que complot juif mondial caché dans la condition de citoyen individuel, puisqu'en fait la modernité a vu l'entrée des Juifs dans la citoyenneté à titre individuel, et nous sommes entrés dans un nouvel âge que l'on pourrait définir plus exactement non pas tant comme antisémite, comme antisioniste, c'est-à-dire que la cible n'est plus une cible religieuse et métaphysique, ce n'est plus la cible du complot juif mondial, c'est la cible de l'État-nation israélien, c'est-à-dire en fait de la mutation des Juifs sous la forme d'un État-nation. Vous avez donc compris que dans ces trois âges, il y a une tonalité différente de la haine du Juif, religieuse, raciste ou ethnique, et aujourd'hui politique, contre l'existence d'un État juif, et qu'à chaque fois, les Juifs ont un statut différent. Dans l'Ancien Régime, à l'époque de l'anti-judaïsme, ils étaient réduits au ghetto. Dans l'antisémitisme, ils sont des individus réputés citoyens comme les autres. Dans l'antisionisme, ils sont une nation à laquelle, évidemment, on refuse le droit d'exister de façon morale, légitime et fondée. Et cette évolution
elle est bien sûr à replacer dans un cadre plus général, celui que l'on a défini comme étant la globalisation. Dans le monde de la mondialisation, dans le monde de ce qu'on définit comme le village global, eh bien, l'État-nation des Juifs, l'identité israélienne, apparaît comme étant un obstacle à la fraternité, à la paix, au progrès, etc. Donc nous avons ici un cadre bien plus vaste qui s'est mis en place ces 15 dernières années, peut-être ces 20 dernières années, et en fait nous avons du mal à comprendre avec distance la nature de cette hostilité. Cette hostilité, elle est d'autant plus ambivalente que la haine du juif ici se cache sous un masque moral. Dans l'Ancien Régime, c'est l'antijudaïsme se fondait sur la théologie, c'est-à-dire sur une croyance particulière, dans l'antisémitisme, sur des idéologies politiques. Aujourd'hui, il est censé se fonder sur la morale, qui stigmatise la monstruosité de l'État d'Israël. Les enfants palestiniens, c'est devenu un slogan qu'on entend partout parmi les djihadistes, et qui a été évoqué notamment par Mera, qui a tué des enfants juifs de Toulouse pour venger, dit-il, les enfants palestiniens de Gaza. Et donc cette haine se promeut à travers un jugement moral ou un jugement politique. Et lorsque vous tentez de critiquer, parce que vous décelez bien que c'est une hostilité à nul autre pareil, on vous rétorque que vous êtes totalitaire, vous empêchez l'opinion politique sur un pays, sur un gouvernement. Pourquoi Israël serait-il à l'écart de toutes les critiques que l'on peut formuler? Bien. Alors, il y a d'ailleurs à ce propos une explication, un élément d'appréciation qui nous a été donné par Nathan Sharansky, qu'il appelle les 3 D: délégitimation, double standard, diabolisation. Voyez. Si par exemple vous critiquez la colonisation, admettons qu'elle soit légitime, de cette critique, eh bien si vous ne critiquez pas en même temps la colonisation de l'île de Chypre par la Turquie, si vous ne critiquez pas en même temps la colonisation du Sahara occidental par le Maroc, le fait que vous critiquiez uniquement la colonisation entre guillemets israélienne, c'est un signe de double standard, c'est un signe d'antisémitisme. Si vous critiquez la barrière de sécurité qu'on appelle le mur, eh bien, si vous ne critiquez pas en même temps le mur de 400 km entre les États-Unis et le Mexique, entre le Pakistan et l'Inde, la Macédoine et la Turquie, le Maroc espagnol et le Maroc, alors là, vous êtes antisémite, parce qu'en fait, vous choisissez, vous appliquez à la politique israélienne des critères que vous n'appliquez pas en règle générale. Vous êtes donc sous le signe du double standard. De même, la diabolisation qui rend l'État d'Israël monstrueux et la délégitimation qui, effectivement, vise à le poursuivre devant des tribunaux internationaux, etc., sont autant de manifestations de ce double standard. Et donc, en fait, l'argument qui vise à écarter l'évocation de l'antisémitisme de telle position est un argument qui ne tient pas la route sur le plan rationnel et sur le plan comparatif. Mais en fait, cet argument est possible parce que le nouvel antisémitisme ou l'antisionisme a dissocié la figure du juif en deux dimensions, en 2 visages. Vous avez d'un côté le sioniste, de l'autre le juif. D'un côté, le juif souverain, le juif israélien, de l'autre, le juif victime de la Shoah. Vous avez la mémoire de la Shoah révérée comme étant universelle, et vous avez de l'autre côté la critique d'une mémoire de la Shoah particulariste de la part des Juifs. Il y a un dédoublement de la figure du Juif qui permet justement d'exalter une figure pour condamner l'autre, et donc troubler complètement la problématique habituelle de la haine des Juifs et du discours anti-juif. Et c'est ce dédoublement du Juif va justement permettre
justement que les plus grands antisionistes sont les plus grands philosémites déclarés, c'est-à-dire qu'ils révèrent la mémoire de la Shoah, ils exaltent le souvenir des martyrs, des victimes, etc., mais ils accusent Israël de nazification, d'une nouvelle Shoah envers les Palestiniens, etc. Donc en fait, la haine des Juifs ici est cachée par un philosémitisme apparent et formel qui rajoute aux troubles spécifiques. Mais sur le plan des faits, l'attaque d'Israël à laquelle nous assistons depuis 15 ans, l'attaque symbolique, idéologique, imaginaire, etc., cette attaque cache en fait l'attaque des Juifs européens concrets. On condamne Israël, mais on s'attaque à des cibles juives européennes. Et là, la dimension du dédoublement est dévoyée, découverte, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il apparaît bien clairement que derrière la cible de la nation israélienne, de l'État d'Israël, de la politique d'Israël, c'est justement la condition juive qui est la véritable cible, non avouée, mais pratiquement réalisée et concrète. Et c'est ce qui permet justement à cette haine du juif de progresser dans une sorte d'habitude, de déni de la société occidentale et notamment de la société européenne. Parce que finalement, nous avons été les premiers à dénoncer cette situation-là, mais 15 ans après, nous sommes quasiment au même degré, sinon plus profond, du développement de cette hostilité. Je vous rappelle quand même comment tout avait commencé. En 2001 jusqu'à 2002, il y a eu, pour ne prendre que la France, 500 agressions antisémites qui ont été commises sur le sol français dans le blackout le plus total des médias, des pouvoirs publics et des institutions juives. Nous avons su seulement quelques années plus tard, par Daniel Vaillant, qui était le ministre de l'Intérieur du gouvernement Jospin, que le gouvernement avait imposé ce blackout, je cite, pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Et durant cette période, nous avions alerté l'opinion, justement, et nous ne récoltions que stigmatisation, condamnation, accusation de racisme, etc. Et c'est pour ça que nous avions créé l'Observatoire du monde juif, pour publier la première liste qui était tenue par les institutions juives, mais qu'elle ne rendait pas publique sur ordre du gouvernement. Et donc, si vous voulez, cette expérience, je crois, a été une expérience décisive. C'est d'abord une faute politique majeure du gouvernement Jospin, qui finalement a bradé la condition juive, car tout citoyen a droit à la sécurité, et il n'y a aucune raison de condamner une partie des citoyens pour assurer la paix publique, ne pas jeter de l'huile sur le feu. Ça voulait dire qu'on sacrifiait les juifs justement pour ne pas se confronter à un problème plus grave. Et le problème plus grave, il a éclaté quelques années après, avec la révolte des banlieues en 2005. Mais cette période de silence imposé a été quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement prégnant. Pour ceux d'entre nous qui ont connu l'exode d'Afrique du Nord, eh bien, je crois que ça a ravivé en eux, justement, cette expérience douloureuse d'un moment où le pouvoir vous a abandonné et vous ne savez pas à quel saint vous vouez, justement, pour échapper à la mort. Bon, toute proportion gardée, ce n'était pas le cas ici. Néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que la situation à laquelle nous étions confrontés dès 2001 et dont nous étions conscients et tout à fait réalistes, cette situation n'a pas été reconnue par les pouvoirs publics et il y a eu un déni de la réalité. Et ce déni n'est levé que depuis quelques semaines. Quand François Hollande parle d'antisémitisme, c'est une des premières fois. Certaines expressions si critiquées de Valls, etc., sont toutes récentes. Mais n'est-ce pas ce qui est dit depuis 15 ans, mais qui a été récusé systématiquement par la presse, par les pouvoirs publics, par l'opinion publique. Et donc, si vous voulez, ce moment-là a été très fort parce qu'il a entraîné une série de conséquences où on n'a pas parlé d'antisémitisme, mais de tensions intercommunautaires.
pas d'antisémitisme, mais de conflit importé. Tension intercommunautaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la culpabilité est partagée entre les juifs et les musulmans, il y a des tensions entre l'idée de l'agressivité de la communauté juive, se retrouver régulièrement dans la presse, dans les magazines, etc. Et de tout ça, en fait, nous en avons témoigné dans l'Observatoire du monde juif, dans Controverse, mais aussi, j'ai repris ces textes dans ce livre, justement, parce que ce livre, moi, j'ai voulu qu'il soit comme une sorte de mémorial ou de témoignage pour le futur. Je ne sais même pas si il peut être lu aujourd'hui, car je découvre que nos concitoyens tombent des nues, d'une certaine façon. Tous ces numéros spéciaux des magazines français sur les juifs s'en vont. D'ailleurs, on en reparlera dans un instant, mais c'est assez choquant, parce qu'il est question de la francité des juifs. Pas le fait qu'ils fuient la sécurité, mais leur francité, ce qui est assez stupéfiant. Eh bien, c'est qu'en fait le signe qu'ils tombent des nues. Ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé pendant 15 ans, et soudain, ils ne comprennent pas pourquoi des juifs s'en vont, si l'on peut dire. Donc, si vous voulez, il y a eu un déni public. Conflit importé, ça veut dire que c'est Israël, c'est ta faute. Regardez, le jour de la grande manifestation, le 11 janvier, Laurent Fabius déclare que tout vient du problème palestinien. Ben non, je suis désolé, ça ne vient pas du problème palestinien. Bon, le jour même... Et donc, il y a un déni, là, un déni de la réalité d'un problème franco-français, d'un problème national, d'un problème politique, qui n'est pas qu'un problème sécuritaire ou un problème policier, si vous voulez. Et ça, nous avons eu du mal à le faire passer, à le faire entendre, ce qui fait que le phénomène s'est développé, a progressé et n'a pas été stoppé. Je crois que, si vous voulez, le fait que des juifs s'en aillent, ben, ils expriment peut-être pas tellement la peur que la volonté d'être entendus. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu accepter ce qu'ils avaient à dire sur la situation. Et alors, la situation, elle s'est aggravée, elle s'est approfondie. Elle rassemble toutes sortes de dimensions, notamment des dimensions internationales, parce que on a parlé tout à l'heure de l'État d'Israël, mais la cause palestinienne est aussi au centre du discours anti-judaïque, antisioniste, excusez-moi. La cause palestinienne, ben, c'est le pendant de la diabolisation de l'État d'Israël. On pourrait dire que c'est une forme de théologie de la substitution à laquelle aurait renoncé l'Église avec Vatican II, paraît-il, mais on la voit à l'œuvre de toutes parts. Et les Palestiniens, en fait, c'est le nouveau peuple élu, c'est le véritable Israël face à l'Israël déchu qu'est l'Israël juif. Les Palestiniens, comme disait Edward Said, un de leurs penseurs, sont les victimes des victimes, c'est-à-dire que les premières victimes de la Shoah sont les bourreaux des deuxièmes victimes que sont les Palestiniens, et d'une certaine façon, les Palestiniens sont aujourd'hui dans l'opinion publique les véritables héritiers de la mémoire de la Shoah, je dirais même les usufruitiers de l'héritage de la Shoah, vu que tout tourne autour de cette culpabilité de l'Occident qui tente de se débarrasser de ce poids, justement en le retournant contre la victime envers laquelle il se sent coupable. Et donc, en fait, nous avons tous, tant que nous sommes, tenté d'expliquer, d'analyser, de montrer des dimensions d'histoire, etc. En fait, l'opinion n'était pas prête à entendre parce que c'est d'une croyance qu'il s'agit. Nous sommes confrontés à une croyance, peut-être presque une sorte de religiosité. La raison, l'histoire, la démonstration, etc. doivent être promulguées, mais en fait, elles sont sans efficacité. Et alors, ce phénomène que j'ai tracé à gros traits ici, demande à être analysé à plusieurs niveaux. Le niveau français, bien sûr, le niveau international et le niveau européen, qui sont différentes strates de sa réalité. Je voudrais tout d'abord, si vous voulez bien, essayer de le localiser, d'identifier les lieux les plus importants
de sa manifestation. Tout d'abord, il y a deux foyers, si l'on peut dire. Il y a le foyer des discours, des idées, des idéologies, de l'opinion, etc. Tout ce qui se dit depuis 15 ans, ce qui s'écrit, ce qui se publie. Et de l'autre, le côté des actes, de la dimension pratique. Il est clair que, je risque peut-être un procès pour cela, mais il est clair que le noyau actif des agresseurs, c'est les milieux musulmans, dans lesquels il se trouve effectivement différentes tendances, les islamistes, les salafistes, les frères musulmans, etc. etc. C'est-à-dire, en fait, des milieux qui ont transporté avec eux un héritage, l'héritage de l'anti-judaïsme islamique, qui est un fait historique, aujourd'hui entièrement déformé par toutes sortes de travaux, y compris à prétention universitaire, mais c'est une réalité, ce fut une réalité de l'histoire. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ce qui apparaît manifestement aujourd'hui, l'évocation d'un prétexte israélien ou sioniste n'est justement qu'un paravent, qu'une parade à une hostilité beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne. Et c'est vrai, elle est déstabilisante, puisqu'elle ne correspond plus exactement à la motivation moderne, mais si vous voulez, il faut être conscient aussi de l'évolution de tout le monde arabo-musulman, des télévisions satellitaires. Ça ne se passe pas qu'en France, c'est une dimension globale. Et ces milieux-là que nous avions identifiés, que les victimes avaient identifiés dès 2001, quand elles faisaient une fiche signalétique à la police, elles disaient quelqu'un d'origine maghrébine, d'origine africaine, etc., comme on le fait dans une signalétique policière. Bien, je dirais qu'il y a deux milieux, le milieu nord-africain, le milieu plus spécifiquement arabe, et le milieu subsaharien, qui est aussi un milieu musulman. Et donc, du côté du milieu arabe, eh bien, nous avons différentes caractéristiques. D'abord, c'est un milieu qui vient de la colonisation et qui s'est donc transplanté en métropole, qui porte avec lui aussi un reste du ressentiment anticolonial qui est très présent, très manifeste. Regardez les indigènes de la République ou bien d'autres. C'est aussi la troisième génération. En règle générale, en sociologie, on estime que si la première génération s'assimile, la deuxième génération est dans une situation un peu intermédiaire, c'est la troisième qui s'affirme en revenant à des modèles auxquels les parents avaient renoncé d'une certaine façon. Donc en fait, le problème, c'est que dans cette affirmation identitaire, l'engagement palestinien est devenu une clé, un élément structurel. C'est-à-dire qu'en fait, la Palestine est devenue le drapeau identitaire de cette revendication où tout se mêle d'une certaine façon et qui est amplement excité par les réseaux de télévision satellitaires qui viennent du Qatar, du Moyen-Orient, de toutes parts et que l'on repère en France. Quant au milieu subsaharien, bien, ce sont en règle générale aussi parfois des nouveaux musulmans, des néophytes, et donc les néophytes sont toujours plus excessifs que les anciens. Il y a aussi une concurrence victimaire à propos de l'esclavage, et ça compte beaucoup sur ce plan-là. Il y a toute la question de l'antiracisme qui joue. Regardez, c'était Fofana, c'était Koulibaly, etc. Donc en fait, si vous voulez, là, il y a une dimension supplémentaire. On peut dire que peut-être qu'aujourd'hui, elle est passée davantage dans cette population-là que dans la population nord-africaine. Et évidemment, il y a derrière tout le discours de l'islamisme, dont le juif est la bête noire par excellence, sur lequel je n'ai pas besoin de revenir. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est la conjonction entre le courant de l'islamisme dans toutes ses variantes, le courant de l'extrême gauche, qui justement a trouvé dans l'islam, dans la Oumma, je fais référence à toute une série d'auteurs, une sorte des vecteurs du progressisme, de la lutte contre l'impérialisme américain, occidental, etc. Mais aussi, vous avez la branche de l'extrême droite,
Alors, vous trouvez cette confusion générale, justement, chez Alain Soral, Égalité et Réconciliation, et donc Dieudonné est le maître, le pantin, on pourrait dire, d'une certaine... Mais il n'y a pas que Dieudonné, il y avait Kémy Semba, la tribu K, tout un ensemble de groupuscules. Il y a beaucoup d'imaginaire dans cet univers subsaharien, et il y a une certaine fascination aussi pour la dimension biblique, mais la dimension des religions. Et donc, en fait, nous avons assisté au début du XXIe siècle à une conjonction entre l'extrême gauche, l'extrême droite et l'islamisme. Alors, ce sont des apparentements terribles et assez monstrueux, puisque logiquement, ils ne devraient pas avoir de lien entre eux. Ben, un phénomène pareil, islamisme exclu, s'est produit à la fin du XIXe siècle, où la seule passerelle de communication entre extrême gauche et extrême droite, c'était l'antisémitisme. Et donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de tout à fait important à comprendre à ce niveau-là. Derrière cette dimension politique, politicienne, si l'on peut dire, il y a une plus vaste dimension que moi j'ai définie comme étant le postmodernisme. Le postmodernisme, c'est une idéologie qui est née en France dans les années 60-70 avec une pléiade de philosophes, Derrida, Deleuze-Guattari, etc. Toute une pensée qui a émigré aux États-Unis, dans les campus américains, qui s'y est transformée et qui nous est revenue et qui a gagné, on pourrait dire, tous les pays démocratiques. Je vous signale en passant qu'Israël est une de ces forteresses. Or, le postmodernisme, en fait, c'est une idéologie, on pourrait dire post-marxisme, marxiste, qui rassemble beaucoup de choses auxquelles vous êtes confrontés quotidiennement, le multiculturalisme, la théorie des genres, la question de la diversité, la critique de la nation, de l'identité nationale, l'opposition à l'État-nation, l'apologie de la démocratie participative contre la démocratie représentative, etc. C'est-à-dire un ensemble de thèmes qui sont devenus très présents et qui en fait légitiment justement le jugement anti-juif. Parce que personnellement, je n'ai pu comprendre le postmodernisme auquel j'ai consacré un petit livre il y a 2 ans, la nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme, je n'ai pu comprendre sa réalité qu'après avoir progressé dans mon analyse du nouvel antisémitisme. C'est-à-dire qu'en fait, le nouvel antisémitisme ou l'antisionisme, c'est aussi un produit de cette idéologie, comme le multiculturalisme, comme la théorie des genres, etc. C'est une idéologie très manichéiste, et Israël incarne l'antithèse absolue de toutes ces valeurs. Donc, la nation excessive, une identité nationale dure, l'intégrisme, le phallocratisme, bref, toute la gamme de ce qui est condamné par cette idéologie qui se veut progressiste, qui se veut démocratique, etc. Donc, en fait, le jugement anti-juif aujourd'hui, il est légitimé par un système de valeurs qui n'est plus nécessairement la religion, dans le cas des Européens, mais tout ce système d'idées du postmodernisme. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que, en fait, la question de l'antisionisme ou de l'antisémitisme n'est pas à rechercher uniquement du côté de la population immigrée ou musulmane, mais également dans toute la société. Donc en fait, l'enjeu, le problème se pose à tous les niveaux et pas uniquement au niveau du passage à l'acte, si vous voulez. Ce qui se passe justement avec la population subsaharienne nord-africaine, c'est le passage à l'acte. Mais avant le passage à l'acte, il y a des discours qui envahissent la scène, qui s'emparent des micros, etc. Voilà. Donc, ça c'est, si vous voulez, l'arrière-plan idéologique, on pourrait dire, de la situation. Je voudrais maintenant parler plutôt des structures sur lesquelles ce développement repose. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut signaler en premier, c'est le problème des médias. Et je dois dire qu'à mes yeux, il est plus inquiétant que celui des populations hostiles.
dans la mesure où, en fait, on a parlé des 3D de Sharansky tout à l'heure, bien, vous trouverez dans ce livre d'ailleurs une série d'analyses, d'articles, de films passés sur Arte, de reportages sur France 2, etc. C'est clair, comme le nez au milieu de la figure, le parti pris partisan, idéologique, des médias dont on attendait autre chose au départ. Nous avons cru au départ que c'était une désinformation. Et alors, nous nous sommes mis à écrire, à expliquer, etc. Et puis, il apparaissait clair que c'était un choix idéologique. Et alors, il y a quelques semaines d'ailleurs, vous avez peut-être vu ça sur Internet, on a révélé les consignes d'écriture que l'AFP donne à ses reporters au Proche-Orient pour définir ce qui se passe. Alors, ne pas parler de terroristes. Par exemple, vous avez tous remarqué avec évidence comment les représailles précèdent la raison pour laquelle ils ont été faits. C'est-à-dire que l'imaginaire, il est foudroyé d'abord par ça, ensuite on dit, mais on n'entend plus, tellement on a été foudroyé par cette dimension-là. Et cette accusation permanente me semble la plus inquiétante, d'autant qu'on y trouve des médias publics. Et là, je ne comprends pas ce que fait le gouvernement, entre combattre d'un côté l'antisémitisme et d'autre part favoriser une source d'incitation à l'hostilité. Mohamed Merah n'avait pas besoin de voir Al Jazeera, il n'avait qu'à regarder France 2, tout simplement, pour vouloir venger, entre guillemets, les enfants de Gaza. Et donc, si vous voulez, là, je crois que nous avons un grave problème et qui se déploie pendant 15 ans. Arte étant la pire des chaînes, il paraît d'ailleurs qu'elle dépend en partie du Quai d'Orsay, ce qui explique ceci. Mais en fait, il y a 36 médias. Je ne mêle aucunement le procès des médias, mais je constate quand même quelque chose qui a fait que aussi l'atmosphère dans laquelle les Juifs ont vécu depuis 15 ans leur est devenue odieuse et insupportable. Bon. Donc en fait, le problème, si vous voulez, c'est cette hostilité, cet antisionisme de principe tel qu'il se déploie sur la scène médiatique, là où on ne devrait pas l'attendre. D'autant plus que ça s'est accompagné aussi d'une exclusion de toute opinion contradictoire, ou alors de sa stigmatisation. Vous voyez, il fallait à un moment donné, pour monter sur scène, dire « Ah, je suis pour Israël, mais attention, je ne suis pas pour Sharon, je ne suis pas pour Netanyahou. » Donc il fallait présenter son sésamour-toi pour pouvoir être admis. Et alors, ça a été la porte ouverte à ceux que nous avons appelés les alter-juifs, qui sont des intellectuels juifs ou des hommes publics juifs qui dans ce moment où les juifs étaient à terre, ont trouvé légitime de leur porter un coup supplémentaire sur le plan symbolique et sur le plan pratique, toujours en paradant la morale, etc., etc. Bref. Donc, si vous voulez, ça c'est un problème. Le problème aussi, c'est peut-être que c'est ça aussi la complexité. Il y a des éléments de politique étrangère et des éléments de politique nationale qui se mêlent. Parce qu'il y a aussi une politique arabe du Quai d'Orsay qui a des alliances avec le Qatar, etc. Mais il y a aussi des populations arabo-musulmanes en France. À l'époque où les choses ont éclaté, en 2001, et un peu plus tard, jusqu'au moment où Sarkozy est arrivé au ministère de l'Intérieur. C'est la première fois où l'antisémitisme a été prononcé, mais sans véritable grand lendemain. Bien, c'était vraiment un problème d'alerter sur l'antisémitisme en France, parce qu'à l'époque, le président Chirac menait une politique anti-américaine qui a pris la tête de file du monde arabe. Je vous rappelle que la France était secouée de graves manifestations anti-sionistes et anti-américaines. Donc la foule errait dans les rues. On se demandait quand elle allait s'attaquer à une synagogue ou se livrer à un pogrom. Et là, ça devenait impossible de parler d'antisémitisme. Pourquoi ? Bien parce que le président Chirac craignait que le lobby juif américain ne prenne sa revanche sur la politique française en influant sur le Pentagone. Et par conséquent, parler d'antisémitisme était perçu comme un acte antinational. Et si vous voulez, là, il y a eu une confusion également des plans de la politique internationale et de la politique nationale, du fait même
de la nature du phénomène, qui était un phénomène tout à fait nouveau. Bon. Néanmoins, l'Europe aussi s'inscrit dans le dialogue euro-arabe, dans toutes sortes de politiques qui font que, eh bien, le problème n'a pas pu être... on n'a pas pu faire face frontalement à ce problème pour le condamner, pour le réprimer. Et si la chose avait été faite en 2001, je vous fiche mon billet qu'il n'y aurait pas eu de nouvel antisémitisme. Parce qu'en fait, si la condamnation, la réprobation et la punition avaient été immédiates, cela aurait stoppé net le développement de ce phénomène, en tout cas en France. Et cela ne s'est pas fait, de sorte que on s'est installé dans le déni. On a enfermé le problème dans les Juifs, avec la garde policière autour des lieux juifs, en pensant que l'abcès de fixation serait là. Voyez, mais aujourd'hui, vous voyez déjà que nous ne sommes plus à une protection policière, mais une protection militaire. Au moment même où, pas encore tout à fait le cas, la crise s'étend à toute la société. Comme on dit toujours, ça commence par les Juifs et ça finit par toute la société. Et ce déni est un véritable problème, justement, pour faire le clair sur appeler un chat, c'est quand même très compliqué en France, où on ne peut pas appeler un chat, mais c'est très ancien comme histoire depuis Louis XIV. Et donc, si vous voulez, ce déni du fait antisémite a fait que on a choisi un traitement sécuritaire. Or, nous n'avons pas besoin d'un traitement sécuritaire. Le problème qui se pose est un problème national. Déjà, le fait que certains citoyens sont attaqués par d'autres citoyens, comment appelez-vous ça sinon une guerre civile? Or, c'est un problème national. Et ce problème national n'est pas seulement un problème sécuritaire, c'est un problème politique, le problème de la France, et pas le problème des Juifs. Donc ça, pour l'instant, c'est très timide, mais je ne sais pas si on y arrivera à ce niveau-là. Et au contraire, au lieu... Il y a eu une inversion des choses qui s'est produite. Au lieu de condamner les événements, c'est finalement les Juifs qui ont été condamnés et critiqués, parce que vous avez entendu fleurir repli communautaire, repli identitaire, communautarisme juif. Mais enfin, c'est affolant. On vous donne un coup, puis on vous accuse de vous replier sur vous-même. Et donc, si vous voulez, il s'est produit ce que moi je définis comme une sorte de dénationalisation symbolique des Juifs. Nous nous sommes retrouvés devenus une communauté de l'immigration dans un pays qu'on croyait le nôtre. Je dois dire que la majeure partie des membres de cette communauté, notamment la partie venant d'Algérie, ça fait 5 générations qui sont juifs, qui sont français et juifs. Les juifs métropolitains d'eux-mêmes. Et donc, et aujourd'hui, ce débat sur savoir s'ils sont français, s'ils partent, pourquoi ils partent, c'est quelque chose de terrifiant quand on y réfléchit avec recul. Et là, on voit très bien, si vous voulez, le déni originel s'est répercuté de toutes sortes de façons, au point que comment gérer terminologiquement déjà la question aujourd'hui, c'est véritablement une question qui se pose, d'autant que il y a tout le discours du politiquement correct. Prenons par exemple le discours du pas d'amalgame. Bon, c'est quand même là aussi un dispositif idéologique tout à fait étonnant. Bien sûr qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais pourquoi penser que les gens vont le faire immédiatement, un amalgame? Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient d'y avoir, c'est vrai en France, aux États-Unis, en Angleterre, comme vous l'avez vu, il vient d'y avoir un attentat, supposons en France un attentat antisémite, qui est mu par des motivations qui se veulent en rapport avec l'islam, que les musulmans modérés ou pas l'acceptent ou pas, c'est ce que disent les agresseurs, et donc pourquoi contester ce que les agresseurs disent comme motivation? Et en fonction du pas d'amalgame, on fait appel, attention, à l'islamophobie. Mais qu'est-ce qui se passe immédiatement? Qui est au centre des débats? Les musulmans en danger de racisme.
alors qu'on ne parle ni des victimes, ni de la raison pour laquelle elles ont été attaquées, etc. Et donc là, il y a un vice de forme, il y a un problème là, si vous voulez. Et donc, c'est comme une occultation de la réalité sous des dehors moraux, etc. Donc, si vous voulez, là, il y a aussi un facteur d'obscurcisation de la réalité, parce que malgré tout, alors certains disent, on comprend que des salafistes attaquent les caricaturistes de Charlie Hebdo, mais alors, et les juifs qui vont acheter de la viande cachère ou du pain pour le Shabbat, c'est parce qu'ils sont juifs, tout simplement. Et donc, la cause religieuse, la guerre de religion qui est en jeu ici, elle est avérée sur ce plan. Pourquoi ne pas le reconnaître? C'est quand même une dimension de la... Non, c'est à cause d'Israël, de la Palestine, etc. Donc en fait, la victime est doublement condamnée, non seulement parce qu'elle est victime, mais parce qu'elle serait à l'origine de la condition victimaire qui la traiterait. Bon, il y a une série de systèmes comme ça, rhétoriques, qui sont automatiques d'une certaine façon et qui visent à recouvrir la réalité qui fait que on n'arrive pas à y faire face, elle se développe, on enveloppe ça de mots, etc. Bon, un jour ça va craquer de toute façon, mais si vous voulez, voilà l'ensemble des obstacles qui découlent de ce déni originel. Alors à côté de cette dimension française, franco-française, c'est un problème franco-français, il y a aussi la dimension européenne. Et la dimension européenne, en règle générale, échappe à la conscience des gens. C'est vrai, l'Europe, elle est loin, elle est ennuyeuse, c'est pas clair ce qui se passe à Bruxelles, à Strasbourg, etc. Mais en fait, le processus de l'unification européenne a aussi affaibli la France classique, l'État-nation français, la République, l'ensemble de la souveraineté nationale, si vous voulez. Et ça retentit à deux niveaux. C'est justement parce que l'État-nation est affaibli que l'intégration des populations musulmanes ne s'est pas faite. Le modèle a été dénié, combattu par les Français eux-mêmes. Et puis, regardez la dérision autour de l'identité nationale, etc. C'est-à-dire, en fait, des éléments clés d'une intégration de populations diverses qui ont joué pour tous les immigrants en France. L'islam non plus est une religion qui est arrivée tardivement en France, alors qu'en 1807, il y a eu le Sanhédrin napoléonien pour les Juifs, il y a eu le Concordat, ensuite il y a eu le Concordat avec le Vatican, c'est-à-dire qu'en fait Napoléon avait réformé d'office, quasiment d'office, les deux religions pour les admettre ensuite. Et en fait, c'est sur cette base que la séparation de l'Église et de l'État s'est faite au début du XXe siècle. Mais l'islam n'était pas là pour des raisons historiques et toutes sortes d'autres raisons, de telle sorte qu'elle est en recul par rapport à l'évolution des deux autres religions. Mais qui a eu l'audace d'entamer un processus de ce type-là? Le CFCM, c'est une dérision du consistoire. Justement, on voulait que ce soit Mais le consistoire, il avait été créé par Napoléon. Vous savez pourquoi? Pour en faire une super préfecture destinée à surveiller les Juifs, nouvellement citoyens. C'était ça, la vocation du consistoire au départ. Ensuite, quand il y a eu la séparation, les Juifs l'ont assumé spontanément. C'était un facteur d'unité qui a été imposé au départ, puisque au départ, les Juifs devaient obligatoirement adhérer au consistoire, qu'ils soient religieux ou pas. Et donc, si vous voulez, il y a derrière nous toute une histoire. Cette histoire ne s'est pas produite pour l'islam, mais ce décalage, il ne s'est trouvé en France aucune élite politique, aucun homme politique qui ait une stature suffisante pour produire cette évolution. Est-il trop tard ou pas? Je n'en sais rien, mais toujours est-il, si vous voulez, qu'il faut bien comprendre aussi que la situation franco-française s'inscrit dans un schéma général. Dans ce schéma général, l'État-nation à la française, l'identité nationale classique ont été ébranlées, réduites à des ruines, d'une certaine façon. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez, un citoyen français peut accuser l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une instance supérieure à l'instance de l'État. Forcément, ça relativise tout le reste se relâche, et le tissu social a nécessairement tendance à se fragmenter.
Donc, il y a eu un affaiblissement du modèle français, du modèle de l'intégration. Aujourd'hui, sur la foi de ce qui s'est passé avec les récents attentats, on assiste à un grand discours d'union nationale, la République, etc. C'est merveilleux, mais est-ce que la République existe toujours dans l'Union européenne? J'en suis pas sûr, c'est plus la République, ce n'est plus ce que c'était. Et par conséquent, tout se trouve complètement déstabilisé à ce niveau-là, et d'abord nous-mêmes, à commencer par nous-mêmes. J'ai dit tout à l'heure que nous avons vu le paysage changer autour de nous, et nous avons le sentiment de ne pas avoir changé. Bon, c'est peut-être une erreur, il y a eu effectivement des évolutions, mais pas tellement, parce qu'en fait, il faut bien comprendre ce qui a fait notre identité contemporaine. C'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale que s'est forgé en France un nouveau type d'identité. On l'a appelé la communauté juive. Je soutiens l'idée qu'avant la guerre, il n'y a pas eu de communauté juive. Il y avait un consistoire, et à côté, les immigrés d'Europe de l'Est qui n'avaient pas été admis dans le consistoire et qui ne voulaient pas entrer dans le consistoire. Là, il y avait une communauté. Et une communauté d'originaires, les associations d'originaires, etc. C'est dans la guerre, dans la résistance, que le CRIF s'est fondé, où se sont retrouvés justement l'ensemble des dimensions de population juive dans ce qu'on a appelé, moi je préfère plutôt communauté, une identité communautaire. Cette identité, en fait, elle nourrissait un lien à une condition collective juive. On l'appelle communauté, le peuple juif, les Israéliens, la nation israélienne, etc. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un peuple juif. C'est quelque chose sur lequel il ne faut jamais transiger. Et deuxièmement, parce que les Juifs avaient été exclus en masse de la France par Vichy, mais de toutes les nations européennes. Xavier Vallat les avait définis comme un peuple étranger en France. Et en fait, pour revenir dans la citoyenneté, les Juifs ont dû prendre en charge cette dimension qu'ils ont découverte dans la tragédie et l'assumer, si vous voulez. C'est pourquoi, très rapidement, la communauté juive s'est identifiée au sionisme, qui est aujourd'hui, qui a été la figure qui incarnait le destin collectif juif, un destin qui n'était pas seulement tragique, comme dans la Shoah, mais qui était aussi positif et constructif, si vous voulez. Et donc, en fait, cette identification à Israël ne visait pas nécessairement à l'Aliyah, mais au renforcement d'une identité en France, une identité collective. C'est justement ce qui pose problème aujourd'hui, notamment à ce niveau-là. Or, ce modèle-là, eh bien, il était complètement adossé à la nation française, à l'État-nation, à l'identité culturelle française, à la centralité de l'État. Il n'y avait qu'une seule communauté, parce que je vous rappelle que le président du CRIF était le président du consistoire jusqu'en 1900, dans les années 80, à cause de Théo Klein, d'une réforme catastrophique de Théo Klein, où les deux se sont séparés, ce qui voulait dire que le CRIF, qui était né dans la résistance en 1944, surplombait le consistoire qui avait une antériorité et une légitimité à ce niveau-là. Eh bien, ce modèle-là, en fait, qui était adossé à la centralité de l'État, s'est effondré, puisque l'État lui-même s'est liquéfié, si l'on veut. Voyez. Et c'est pourquoi je pense que la conscience française court après les Juifs aujourd'hui, parce qu'elle sent que s'ils partaient, quelque chose de la France à laquelle ils croyaient s'éteindrait d'une certaine façon. Quand on vous dit si on touche à un Juif, on touche à la République. Bon, moi d'abord ça me terrifie, parce que j'ai pas besoin d'incarner la République, parce que, vous savez, ce qui est sacré, c'est proche de ce qui est tabou, terrifiant. Et le passage du sacré au tabou, on sait qu'il est mobile. Mais c'est parce qu'en fait, la communauté juive, tout en étant condamnée de communautarisme, etc., incarnait cette référence à l'État centralisé, à l'État-nation, à la culture française. Il s'est développé en France, à partir des années 50, une très brillante pensée juive, avec des littératures, des auteurs, etc. C'était un véritable renouveau. Les années 70 ouvraient un horizon sur ce plan-là. Et tout ça s'est refermé à partir de la fin des années 80 jusqu'à ce jour. Et donc, ce qui est en question aussi dans le malaise que nous connaissons,
c'est en fait la survie et la continuité de ce modèle d'identité. Alors, d'après moi, il n'y a plus de communauté juive. Il y a des communautés juives. Mais la communauté juive, telle qu'on l'a pensée dans les années 70 ou 80, n'existe plus. Elle n'existe plus, bon, il faudrait le démontrer. Je l'ai fait d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « L'avenir des Juifs de France », paru en 2006. Et cette communauté juive n'existe plus, mais pourtant nous vivons dans ces murs, dans ces structures, et c'est comme un navire sans gouvernail, si vous voulez, c'est-à-dire on est ballotté par les événements. J'entends des déclarations de tel ou tel personnage dit représentatif juif qui auraient été scandaleuses dans les années 70-80, que ce soit du côté du CRIF ou du grand rabbinat d'aujourd'hui. Et donc il y a ici un véritable problème, le fait que l'identité communautaire est apparue à partir de 1989, c'est-à-dire de la première affaire du voile, le bicentenaire de la République, après justement la manœuvre mitterrandienne faisant de Le Pen la poutre maîtresse du système politique français. À partir de là, l'identité communautaire juive a été soupçonnée d'être communautariste. Qu'est-ce que ça veut dire? Infidèle à la République, double allégeance, tout ce que vous voulez. Donc nous voyons aujourd'hui une mutation justement dans le discours sur le départ des Juifs. Alors c'est d'autant plus affolant, si vous voulez, parce qu'il faut toujours procéder par comparaison. Tout ce discours sur les Juifs, etc. Mais qu'en est-il des 5 ou 6 millions de doubles nationaux franco-algériens, franco-marocains? Ils votent sur le territoire français, mais personne n'a jamais trouvé ça bizarre. Qu'en est-il, comme nous a dit Valls, il y aurait 2 millions de Français à l'étranger, c'est un bienfait pour la France, et pourquoi pas les Juifs aussi, ce serait un bienfait pour la France. Donc si vous voulez, ça veut dire qu'en fait il y a une attache particulière à la chose juive, une sorte de sacralisation, je dirais, malsaine. Nous ne demandons qu'à être comme les autres, tout simplement. Le même traitement, la sécurité, comme tout citoyen a droit, point, et puis voilà. Le reste est une affaire de la vie associative. La communauté juive est un produit de la vie associative. Le CRIF, il a oublié d'ailleurs que ce n'est qu'une association d'associations. Il ne représente rien d'autre sur ce plan-là. Pourquoi l'État en a fait un interlocuteur privilégié? Pour s'adresser aux Juifs, faut-il s'adresser au CRIF? Et donc là, il y a toute une évolution, si vous voulez, qui fait que nous ne sommes plus vraiment dans le cadre de l'identité juive renaissante, après la Deuxième Guerre mondiale, après la venue du judaïsme d'Afrique du Nord aussi, ce qui est très important. Et en fait, nous n'avons pas de repères dans la société française qui se fluidifie, qui se liquifie. On peut penser que les Français aussi, en général, n'ont plus de repères, justement, de la signification des choses. Bon, alors, voilà. Ce malaise, donc, touche très loin, et pas uniquement notre entourage, mais il nous touche également nous-mêmes. Alors, que risque-t-il de se passer? Donc, c'est ça la question. Alors, nul n'est prophète en son pays, paraît-il, mais peut-être quand on parle d'un autre pays, on peut l'être. Mais ce qui est... voyons tout d'abord l'état des choses. Nous ne savons pas ce que deviendra l'intégration de la population musulmane et de l'islam. Cela échappe totalement à notre maîtrise, ça ne dépend pas de nous, même si, comme vous le remarquez, les gouvernements successifs ont délégué aux Juifs l'animation du dialogue interreligieux. Mais le problème, c'est que le dialogue interreligieux ne peut pas résoudre un problème de sécurité. La sécurité, c'est le privilège exclusif du ministère de l'Intérieur, mais pas des religions. Elles ne doivent pas prendre en charge cette chose-là. Il ne s'agit pas de se livrer à des cérémonies de pacification, d'appel au calme. C'est une démission de l'État. Ce n'est pas autre chose. Bien. Et donc, il y a là donc un problème très fort. Que va devenir justement les choix de la France? J'ai lu, vous avez peut-être vu récemment, le rapport d'un haut fonctionnaire de la Défense, du ministère de la Défense, le rapport CONESA.
CONESA, qui est un rapport sur la déradicalisation. Alors, c'est intéressant parce que c'est un stratège, un spécialiste de la sécurité, mais j'y lis des choses stupéfiantes. Des choses stupéfiantes, entre autres, il dit ne parlez jamais d'islamisme, mais de salafisme. Ce n'est pas la même chose. Donc, déjà que l'islamisme, c'est pas... Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que je relève? Ben, il compare ceux qui font la LIA à ceux qui partent faire le djihad. Ah oui. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Oui. Troisièmement, il critique François Hollande pour avoir réagi positivement au lendemain des représailles d'Israël à Gaza. Il a été maladroit et ça a énervé les jeunes des banlieues. Bref. Et alors, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, vous allez mesurer, c'est qu'il propose à la France, à la diplomatie française, de s'assumer comme puissance musulmane et d'adhérer à l'organisation de la conférence islamique. Alors, là, on voit que, enfin, ce dévoiement de la pensée a gagné quand même des cercles responsables, des cercles informés, des cercles qui ont à charge la sécurité de la nation. Et là, forcément, il y a eu aussi le vote debout, applaudi de l'Assemblée nationale pour la résolution d'un État qui n'existe pas. Et donc, si vous voulez, pour moi, cette séance-là, elle me semble historique. Ça marque quelque chose de terrible et de final. Je dois dire, si on le remet en perspective avec tout ce qui se passe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, là, il y a aussi une incertitude sur ce plan-là. Alors, réfléchissons à partir de la grande manifestation. Cette grande manifestation, qui est un phénomène considérable sur le plan sociologique, politique, etc., reste encore malgré tout une énigme. Qui était dans la rue? Est-ce que c'est la France nationale ou nationaliste qui chante la Marseillaise, les drapeaux, qui applaudit les policiers, etc., alors que Charlie Hebdo est voué aux gémonies? Bon, mais c'est quand même très important. C'était pas le public de Charlie Hebdo qui était dans la rue. Ou alors, est-ce la France multiculturaliste qui soudain a vu son rêve s'effondrer et qui a tout fait pour continuer à rêver? À ce moment-là, nous sommes tous ensemble, etc., etc. L'avenir nous le dira. Il y a une incertitude, une ambiguïté sur ce plan-là. Et donc, la question de savoir vers où cette énergie va se développer. Alors, il y a eu... supposons qu'il y ait que l'Union nationale, entre guillemets, qui est un pur slogan idéologique, mais qui marche, peut-être que les gens ont besoin d'union nationale, effectivement, c'est peut-être de bonne guerre, mais cette union nationale, à quoi conduit-elle? C'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on n'assiste pas en France, est-ce qu'on ne va pas assister à un retour du nationalisme? C'est une question qu'on peut se poser, c'est un retour complètement inattendu après que la nation, l'État ait été dénigré. Finalement, les gens ont besoin d'un pouvoir fort, ils ont besoin d'un pouvoir qui affirme la nation, qui s'impose, etc. Ça semble improbable si on reste dans l'Europe, parce que ce sera pas possible. Mais supposons que l'union nationale se perpétue, et en fait, temporairement, les Juifs ont intérêt à l'union nationale, puisque justement, elle provoque un sursaut sécuritaire, etc. Sauf que dans l'union nationale, il y aura un moment où vous devez sacrifier la communauté juive, si vous voulez. Parce qu'effectivement, si l'union nationale revient à un républicanisme très fort, affirmatif, etc., être une communauté deviendra un problème. Pourquoi? Parce que si vous êtes une communauté, vous ne pouvez pas le refuser aux musulmans.
Et là, vous êtes pris dans un cercle vicieux qui fait que, pour vous défendre, vous devez vous sacrifier et disparaître, vous faire oublier d'une certaine façon. Car n'oublions jamais aussi notre intérêt en tant que juifs. C'est un intérêt légitime qu'on doit démocratiquement défendre, mais qui est un intérêt. Il n'y a aucune raison qu'on se sacrifie sans arrêt. Donc, si vous voulez, là, il y a un problème qui se posera inéluctablement. De même, supposons, à Dieu ne plaise, que le Front National n'arrive au pouvoir, ben, vous allez voir la répression, justement pour la communauté juive, parce que la communauté juive, malgré elle, tout en étant installée, insérée, est devenue aujourd'hui le symbole du communautarisme. J'ai entendu sur les ondes d'une radio nationale cette idée que ce sont les Juifs d'Algérie qui ont introduit le communautarisme en France. Écoutez, et donc, voilà, donc, le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire, si effectivement l'union nationale implique nécessairement la renonciation à toute dimension communautaire qui peut se manifester, par exemple, par un lien avec Israël. Vous voyez, parce que le lien avec Israël est le symbole d'un lien avec un destin collectif. Pays étranger, évidemment, monstrueux, comme tout le monde le sait. Et donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Du côté du courant socialiste, pourra-t-il renoncer à la recommandation de Pascal Boniface, en 2002, justement, c'est-à-dire celui de flatter le multiculturalisme, etc. Lorsque, par exemple, Manuel Valls prononce le mot « apartheid », ben, d'abord, on peut se demander si ce n'est pas qu'un beau parleur, puisque prononcer un mot pareil, abusif, n'est pas fondé du tout, mais par ailleurs, il plaît à certains courants d'extrême gauche, les milieux de beurre, etc. Donc, si vous voulez, alors d'un côté, il y a l'apartheid. D'ailleurs, on pourrait se demander s'il n'est pas aussi en valeur pour les Juifs, parce que il y a eu aussi une nouvelle distribution géographique des populations juives qui ont quitté des quartiers, émigré vers d'autres. Si elles n'avaient pas d'argent, elles sont parties une à une. Comment vont-ils réagir? Et vous verrez toutes les manifestations revenir sur la scène et l'Union nationale complètement oubliée sur ce plan-là. Et là, il y aura des occasions où ce côté lisse-là va disparaître complètement. Et donc, comme je vous l'ai dit, le fait que Valls nous dit que chaque fois qu'un juif est menacé, c'est la République qu'il est, c'est une forme de sanctuarisation des juifs, mais qui les sort de la norme commune. Vous voyez, c'est ça le danger. Tout simplement, les juifs demandent à bénéficier de la sécurité, comme tout le monde. Un point, c'est tout, et rien de plus. Et là, ce sont toutes sortes de phénomènes qui peuvent se retourner. C'est ça qui est important à comprendre à ce niveau-là. On a vu d'ailleurs des symboles se retourner entre 1985 et 1989. Rappelez-vous, juif égale immigré. C'était le symbole clé de SOS Racisme et de l'Union des étudiants juifs de France, c'est-à-dire les deux manœuvriers de François Mitterrand, qui les a créés de toutes pièces. Bon, je ne rentre pas dans cette question-là. Et puis, après 89 et l'affaire du premier voile islamique, eh bien, juif égale immigré devenait juif égale communautarisme. Et donc, on a eu l'expérience d'un renversement total, parce que tant qu'on exaltait l'immigré, etc., bon, l'être juif était une référence positive, mais dès le moment où ça se retournait, il était gagné aussi par la dimension négative. Alors, il y a la dimension européenne que j'ai laissée en dernier, parce qu'elle est dans l'horizon, mais peut-être pas très sensible. Elle n'est pas négligeable, parce que, si vous voulez, jusqu'à présent, nous sommes des citoyens à titre individuel. Et à vrai dire, la communauté juive est une association volontariste. On n'est pas obligé d'adhérer à la communauté juive. On peut s'en aller. C'est une association, comme toutes les formes d'association. Des individus décident de s'associer. Bon, ça c'est la forme juridique, politique, constitutionnelle. Mais quand il y a eu le débat à l'Assemblée européenne sur la circoncision,
Ben, là, personne ne l'a remarqué parce que malheureusement, il n'y a pas tellement de sens politique chez les Juifs, hein, pour eux-mêmes. Ils sont très engagés dans la politique, mais ils ne comprennent rien à leurs intérêts politiques. Mais c'est comme si le Parlement européen qui avait voté massivement en faveur de l'interdiction, d'une modification, etc., avait décidé qu'il pouvait légiférer pour l'ensemble des Juifs de l'Union européenne. Parce qu'il a demandé à tous les parlements nationaux d'adopter. D'ailleurs, ça n'a pas été abrogé, je vous signale. Hein. Il n'y a que la stupide naïveté du Conseil des rabbins européens pour croire que ça y est, c'est fini. Mais, si vous voulez, ça n'est pas fini. Or, ce que je prends... L'abattage rituel. Attendez. Oui, l'abattage rituel aussi, bien sûr. Mais ce que m'enseigne, comment est-ce que je lis cet événement? Ça voudrait dire qu'on pourrait légiférer sur les Juifs de toute l'Union européenne en tant que, comme s'ils étaient une minorité religieuse, dont les rites ne sont pas conformes aux droits de l'homme, c'est ce qui est quasiment écrit, hein, droits de l'homme et droits de l'enfant, mais que peut-être par privilège, on pourrait autoriser à perpétuer. Mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est cette idée qu'on pourrait légiférer sur l'ensemble des Juifs d'Europe à partir du Parlement européen. Ça veut dire que nous ne sommes plus des citoyens à titre individuel. Or, nous n'avons aucun intérêt à devenir une minorité religieuse européenne. Aucun intérêt. Nous avons tout à perdre. Et nous avons tout à perdre au multiculturalisme. Parce que c'est un régime qui fonctionne par quota. Le quota est adéquat à la puissance démographique, si on la connaît. Il y a aujourd'hui environ 350 000 à 400 000 juifs en France, hein, pas 700 000 comme on le répète partout. Et donc, ça veut dire un très faible quota pour accéder à des positions, des nominations, etc. C'est un univers, on ne fonctionne plus au mérite, mais à l'origine identitaire. Donc, par exemple, supposons deux personnes de plus ou moins de valeur égale sur le plan d'un examen, ben on va choisir celle dont le quota doit être rempli. Bon, alors, ça se veut pour une plus grande égalité, mais c'est une catastrophe sur le plan de l'égalité politique, sur ce plan-là. Et donc, si vous voulez, nous n'avons aucun intérêt à devenir une minorité religieuse dans le cadre de l'Union européenne, et nous avons tout intérêt à rester des citoyens à titre individuel dans le cadre démocratique. Ceux d'entre nous qui préfèrent le choix d'une citoyenneté nationale ont le choix d'Israël, de l'État d'Israël. Parce qu'en fait, la modernité juive s'est divisée en deux voies. Ceux qui choisissaient la condition de citoyenneté individuelle dans les démocraties occidentales, c'est la diaspora. Et ceux qui choisissaient la voie d'une citoyenneté nationale, c'est Israël. Et donc, il y a eu un partage à ce niveau-là. Évidemment, les deux sont très liés. C'est les deux pôles d'une même unité, comme d'ailleurs pour toutes les nations européennes. Il y a toujours une tension entre l'individualisme démocratique et l'identité nationale. Et donc, si vous voulez... mais là, on a quelque chose qui se produit, qui gouverne notre destin, sur quoi nous n'avons aucune maîtrise, et même nos représentants n'y comprennent rien. C'est trop compliqué pour eux, ils sont pas... On n'a pas une classe politique intelligente et qui sache ce dont elle fait, ce qu'elle fait, si vous voulez. C'est ça, et c'est ça le véritable problème. Donc, je dirais que la question de savoir que faire, j'avais terminé parce que c'est une question qu'on pose toujours dans des conférences de ce type-là, et moi je me suis toujours refusé à y répondre, parce qu'en fait, je propose une analyse, je peux me tromper, on peut la récuser, votre problème, c'est plus le mien, mais le choix de savoir que faire est un choix qui gouverne le destin des individus, c'est un choix personnel qui doit être fait. Or, ce qui me semble important, si vous voulez, c'est justement les critères du choix. C'est les critères du choix. Alors, c'est vrai, la question de la sécurité est une question très importante. Le fait que, bon, on a encore les soldats armés ici, c'est très bien, même si c'est inquiétant. Combien de temps on peut vivre dans l'ombre des soldats?
Est-on conduit à attendre la prochaine catastrophe sans savoir où elle tombera? C'est ça le problème. Donc c'est quand même une situation d'adversité très grande, mais ça ne me semble pas le critère unique. Je pense que de toute façon, très récemment, peut-être trop récemment, il y a eu une prise de conscience de l'État sur ce plan-là. Je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autre, à part solutionner les problèmes de fond, mais est-ce qu'il en a la force, la capacité? J'ai avoué ma perplexité. Mais ce qui me semble important, c'est justement le rapport au fait d'être juif, ou à la continuité juive. C'est-à-dire au sens même que nous donnons à notre existence. Parce que c'est quand même très important, on en retire un sentiment de dignité, un sentiment d'honneur, un sentiment d'avoir le sens de ce que l'on fait, ce que l'on est, s'inscrit dans une logique, dans une légitimité. Et la question donc la plus importante, le critère le plus important, c'est de savoir quel est le critère, quels sont les critères qui pour nous valent une vie digne d'être vécue. Oui, c'est aussi fondamental que ça, et je crois que c'est peut-être une question de luxe, parce que nous n'avons pas à nous enfuir comme des fuyards, même si certains le font, bon c'est un peu abusif, mais nous n'avons pas à nous enfuir comme des fuyards, mais à faire un choix. C'est-à-dire, quel est ce choix? Se demander si la vie juive qui se profile à l'horizon pour nous vaut la peine d'être vécue dans le sens de la continuité de l'avenir. Je crois que c'est ça qui... C'est un jugement moral, c'est un jugement philosophique. Et ce qui vaut la peine d'être vécu, parmi les critères les plus importants, pour moi il y en a un vraiment capital, c'est la dimension du peuple juif. Parce qu'en fait, notre génération, enfin la mienne, déjà d'un certain âge, elle a connu... nous avons connu dans le XXe siècle 2 immenses traumatismes collectifs. La Shoah, qui a été justement l'extermination des Juifs comme peuple, alors qu'ils étaient tenus pour étant des citoyens nationaux de tous les pays européens. D'accord ? C'était comme si, par rapport sur la scène de la Révolution française où Clermont-Tonnerre avait dit « tout pour les Juifs en tant qu'individus, rien pour les Juifs en tant que nation ». Ce rien en tant que nation, ce fut la Shoah, justement. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons découvert que le peuple juif n'avait pas eu sa place dans la politique moderne, dans le monde moderne. Il n'a toujours pas. Regardons la haine planétaire envers l'État d'Israël. C'est ce qui veut dire qu'on refuse aux Juifs comme peuple le droit d'exister et la légitimité d'exister. Mais nous avons connu aussi un deuxième traumatisme qui est justement la disparition du judaïsme du monde arabo-musulman, de 10 pays arabo-musulmans, du Maroc jusqu'à la Perse, de la Géorgie jusqu'au Yémen. Et entre 1940 et 1970, il y a eu 1 million de Juifs jetés à la mer. 600 000 ont trouvé refuge en Israël, 300 000 à l'époque en France et un peu au Canada. Mais si vous voulez, supposons qu'il n'y ait pas d'État d'Israël. Que serait devenu, qui aurait voulu de ces populations? Alors, si vous voulez, donc, dans les 2 ensembles du monde juif, ashkénaze comme séfarade, nous avons fait l'expérience que le destin des Juifs comme peuple était voué à la catastrophe. Et c'est pourquoi, il faut bien comprendre pourquoi les communautés juives sont devenues sionistes. C'est parce qu'il était évident que le sionisme, qui avait été minoritaire jusqu'alors, était le seul mouvement juif moderne à ne pas s'être trompé sur l'analyse de la situation. Et donc, ce qui fait que quand les communautés juives se sont identifiées à Israël, elles se sont identifiées justement avec le fait que, contrairement à notre expérience, il pouvait y avoir un destin collectif juif positif, constructif et créateur, et digne, avec honneur. Et si vous voulez, ça me semble la valeur la plus importante. Vous voyez, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de valeur morale, etc. Je parle d'une valeur historique et politique, parce que nous avons fait l'expérience pendant la modernité que notre politique était défaillante, qu'il nous fallait une politique de survie, qu'il nous fallait une stratégie de destin collectif, etc. Et voilà, aujourd'hui,
la question est posée. Elle est posée non seulement parce qu'Israël est l'objet d'une menace planétaire, et notamment iranienne, mais elle est posée aussi en Europe, vis-à-vis de nous. Quand justement il y a tout ce débat malsain autour de la francité des Juifs, pourquoi partir, doivent-ils partir, etc., c'est ça qui est en question. Or, il n'est pas question de renoncer à ce lien-là, car renoncer à ce lien-là, c'est préparer une future catastrophe, si vous voulez. Et donc, je crois que là, c'est quelque chose de capital. Si, effectivement, l'identité qu'on a appelée communautaire n'est plus possible, alors, je ne sais pas quel est l'avenir de l'existence juive en France, pleine de sens. Les Juifs, bien sûr, pourraient se faire oublier, pourraient devenir... ils deviennent aujourd'hui des nouveaux Israélites. Mais vous savez bien, par expérience, qu'on va aller chercher derrière les fagots. Et que se fuir soi-même, c'est attirer l'agression contre soi. C'est l'inverse, absolument l'inverse qu'il faut faire de ce point de vue-là. Mais ceux qui souhaitent continuer, alors à ce moment-là, retrousser les manches et inventer un nouveau modèle d'identité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société française ne porte plus l'identité communautaire. Elle est devenue illégitime, si vous voulez. Et donc, c'est une donnée. Je le regrette, je me lamente, je l'analyse, c'est une donnée. Pourquoi est-elle devenue illégitime? À cause du poids de l'immigration. Pas plus compliqué. Donc, si on part de ce système d'impasse, si vous voulez, à ce moment-là, c'est comme dans un flipper où on est rejeté d'un point à l'autre. À ce moment-là, ceux qui estiment qu'ils peuvent avoir une vie pleine de sens et de continuité doivent impérativement inventer un nouveau modèle de continuité juive. Un modèle adapté à la nouvelle situation. Alors, le seul problème, c'est qu'elle est encore transitoire. On ne sait pas ce qu'elle deviendra. Quel ordre va s'installer exactement. Ça prendra 10-15 ans, parce qu'une situation transitoire ne dure jamais longtemps, mais la question, si vous voulez, c'est est-ce que dans ce nouvel ordre social, politique, identitaire, etc., quelle sera notre place? Comment pouvons-nous nous adapter? Comment pouvons-nous sauvegarder l'essentiel tout en restant dans la continuité? Parce que je crois que là, il y a un effort de créativité intense qui doit le faire, mais la passivité, c'est catastrophique, parce que là, vous enfermez dans un ghetto. Et donc là, si vous voulez, nous vivons une époque très importante, parce que c'est une époque intermédiaire. Le nouvel ordre social se met en place. Nous ne savons pas quelle forme il aura. C'est là où il faut jouer des coudes pour s'inscrire, sans se tromper, en faisant une analyse stratégique qui n'est pas fausse, si vous voulez. Elle peut être fausse, mais bon. Moi, ce que j'ai voulu apporter ici, c'est l'ensemble des données. Les données, elles ne sont pas formidables, comme vous l'avez vu, mais je ne peux pas vous inventer une réalité contradictoire ou inverse. Donc, c'est les données. À partir de ces données, il y a un choix à faire. Pour faire ce choix, il y a des critères, une échelle de valeurs. On peut choisir d'autres valeurs. Vous pouvez choisir d'être ultra-orthodoxe et de vous enfermer dans une sorte de ghetto intemporel, historique, etc. Je crois que c'est une régression. Elle tente beaucoup, mais c'est vraiment une régression historique et politique. Il y a aussi, si vous voulez, l'expérience d'Israël est une expérience tout à fait nouvelle, c'est l'expérience de la souveraineté. Ça fait 25 siècles qu'il n'y a pas eu de souveraineté juive de ce point de vue-là. Les Juifs ne sont pas encore à la hauteur. C'est toute une révolution intérieure qui se produit, qui se produira, mais qui est encore en cours. Israël aujourd'hui n'est qu'une épure de ce qu'il sera plus tard. Et donc, celui qui l'a connu il y a 46 ans comme moi est éberlué de voir ce qui s'est passé. Et donc, si vous voulez, l'avantage, c'est que nous sommes dans une situation intermédiaire où rien n'est encore dit. Il y a des pesanteurs, il y a des logiques, etc. Il faut faire son chemin entre Carib et Silla, si j'ose dire. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et là, voilà, ça demande un effort collectif, un travail, une analyse, ne pas se raconter de bobards et pas de proclamation d'intention, de « Vive la République, je suis français ». Ok, d'accord, mais c'est banal. On est français, c'est banal. La République, c'est banal. Comment on la restaure? C'est ça aussi la question. Qu'est-ce qu'on compte
en faire, etc. Donc voilà un peu Et c'est vrai aussi, si vous voulez, pour Israël, ceux qui choisissent Israël, parce que Israël, c'est pas un camp humanitaire pour réfugiés juifs. Israël, c'est aussi une aventure historique, l'aventure de la souveraineté politique, une aventure grandiose par rapport à la déréliction dans laquelle nous nous sommes trouvés pendant 25 siècles. Donc c'est quelque chose qui n'est à nul autre pareil dans notre histoire. Et c'est plus que ça, sans doute aussi comme symbole pour l'humanité, pour la planète, et c'est pourquoi elle en est si jalouse. Et donc, relever ce défi aussi, c'est une construction, c'est pas un repli. C'est absolument pas un repli. Bon, alors, je dis pas, si vous choisissez l'évasion fiscale, si vous choisissez Miami ou l'Australie, c'est la mort en chaise longue que vous choisirez. Il y en a qui vont au Québec, mais il y a le même problème là-bas. Donc il y a un égarement général sur ce plan-là. Et je crois qu'il faudrait qu'il y ait dans les communautés juives une discussion collective, justement, sur la nature des choix, sur les alternatives, sur ce à quoi on s'attend, etc. Parce que ça me semble une clarification absolument nécessaire pour répondre présent. C'est exactement la réponse d'Abraham quand Dieu l'appelle sur le Moria. Il lui dit « Hineni, me voici ». Je crois que nous devons répondre présent aux challenges et aux défis de l'histoire d'aujourd'hui.